a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Djouba au Sud-Soudan. Accueilli au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Iga, et toute sa délégation, le couple présidentiel a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a pris la direction du State House de Djouba, où attendait le général Salva Kiir Mayardit, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salva Kiir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salva Kiir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre les forces négatives qui sèment la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés, car le président Salva Kiir, avec qui je me suis entretenu, est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont des éléments nécessaires pour entamer le développement de nos pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, ces points ont fait également partie de leurs échanges. Nous avons parlé des projets d'infrastructure avec la possibilité de construire plutôt bientôt une route qui va ici au Sud-Soudan jusque dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Ouélé, ce qui va ouvrir la voie sur Kisangani, qui est baigné par le fleuve Congo, lequel fleuve évidemment va jusqu'à l'océan Atlantique. Nous avons également échangé sur des hydrocarbures, un domaine dans lequel, vous savez, il y a d'énormes difficultés et inquiétudes en ce moment, et il est plus que utile que les enfants de l'Afrique puissent s'unir et trouver ensemble les voies et moyens de pouvoir alléger les difficultés qui sont de la conjoncture internationale, essayer de les amoindrir, en tout cas, d'amoindrir les effets pour nos pays. Nous avons également parlé de sécurité alimentaire et j'ai eu la grande joie et la surprise de découvrir que le Sud-Soudan est un des pays qui a le plus grand nombre de têtes de bétail dans le monde. Ils ont plus de 33 millions de têtes de bétail. Les garants de la nation congolaise a salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. L'actualité, c'est aussi les deux candidats gagnants au premier tour à l'élection des gouverneurs dans la province du Congo central qui viennent de se départager alors qu'ils étaient à côte avec chacun 10 voix. C'est le candidat indépendant Guy Bandou qui l'emporte sur les 41 voix. Il récolte 33 voix face à Nefertiti Goudianza qui a obtenu, elle, 8 voix. Et dans la province de la Chopo, c'est Tony Kapalata qui est élu gouverneur. Le critère d'âge a prévalu alors que la bataille était serrée et rude. En image illustrative, ouverture ce matin à Cape Town, en Afrique du Sud, des travaux de Indaba Mining 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est à la tête d'une forte délégation gouvernementale de la RDC. En séjour d'ouverture, le ministre sud-africain des ressources minières, dans son mot d'ouverture, a présenté les opportunités de son pays dans ce secteur. Le président zambien botswanais ont également présenté les opportunités de leur pays avant de lancer un appel aux investisseurs
pour le développement des industries minières en Afrique au profit des populations. Le Premier ministre Samalou Kondé a insisté sur les différents stands des exposants venus de la République démocratique du Congo. Une dépêche de notre envoyé spécial à Cape Town, Pati Tondwangu Kizunda. L'amélioration des conditions de santé en RDC figure parmi les priorités pour la session de septembre 2022. C'est l'une des recommandations de l'atelier du groupe de travail national. À l'ouverture des travaux, le deuxième vice-président du Sénat s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du gouvernement. Un reportage signé Robert Daye Chisense. Sont appelés à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la couverture santé universelle. L'appel est du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde Mossai, lors de la rencontre au Palais du Peuple avec les sénateurs et députés associés au personnel de deux chambres. Tous, insiste le numéro 3 du Sénat, doivent s'imprégner de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour allouer au budget national de la santé une part conséquente pour permettre à la population congolaise de bénéficier de la couverture santé universelle. Il n'est de secret pour personne que la part allouée au budget de la santé nationale est inférieure à 10% et 74% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté et donc incapable d'accéder aux soins de santé. Il est de ce fait de notre devoir en tant que législateur de changer cet état de choses. Et ce budget 2023 pour que nous puissions examiner au cours de la session budgétaire de septembre 2022. À l'ouverture de l'atelier, dans le cadre d'une réunion de groupe de travail national axée sur le thème sécurité des produits et accès aux services de santé et de lutte contre le VIH-Sida, en vue de renforcer les systèmes de santé, Sangouma Temongonde Mossai a indiqué qu'il est du devoir du législateur de changer la donne. Toutes les interventions sont allées dans le sens d'un combat pour quitter le budget de misère. L'honorable Sangouma Mossai s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du gouvernement et du Parlement pour que la question liée à la santé soit l'une des priorités des priorités. Pour dire qu'en 57 jours seulement, la société Gemira a pu remettre en état l'hélicoptère Mi-24 immatriculé 9THM2 appartenant à la force aérienne congolaise cloué au sol depuis 2014. Le vol de démonstration a eu lieu en présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga. C'était à la plateforme mythique de la base aérienne de Ndolo. Regardez. Au sol depuis 2014, cet hélicoptère Mi-24 9 Tango Hôtel Mike 2 vient d'être remis en état par la société Agemira SRAL. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, a assisté au vol des démonstrations de cet hélicoptère en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Balamoussinse, à la plateforme mythique de la base aérienne de Ndolo. Le chef d'état-major de la base aérienne, le général-major Diasuka Maurice, a fait savoir que cette remise en état a permis à certains de nos techniciens d'acquérir une connaissance en la matière. Pour le ministre de la Défense nationale, ce vol expérimental prouve à suffisance que nous avons besoin des hommes compétents pouvant assurer les suivis logistiques et d'entretien de ces engins volants. Ces hélicoptères qui sont ici, il y en a une dizaine, sont non servicibles pour des brigades, ce qui signifie que le suivi logistique, le suivi d'entretien n'a pas été mis en place, ce qui est une faute en matière d'acquisition des équipements. La société Agemira est spécialisée dans la remise en état, la maintenance, la révision, l'exploitation opérationnelle et la formation pour tout ce qui concerne les hélicoptères et avions russes. La force aérienne congolaise a été créée depuis le 19 juillet 1962.
De la campagne de vaccination contre la Covid-19 organisée par le programme élargi de vaccination, plus précisément dans la commune de Lemba. On en parle dans ce journal. En RDC, la situation épidémiologique de la Covid-19 est présentement dans une phase d'accalmie, à en croire le dernier conseil des ministres. Reportage Louisette Ntsakala. Accroître la demande du vaccin contre le Covid-19 par la communauté, le programme élargi des vaccinations provinciales poursuit avec sa stratégie de proximité pour rapprocher les points de vaccination contre cette pandémie et la population quinoise. Et c'est avec l'appui technique de Breakstone Action et MWAT sous le financement de l'USAID. Ce dimanche 8 mai, le PEV a saisi l'opportunité de ce concert qu'a livré Innocent Baloumé, ambassadeur de la vaccination, pour accélérer et intensifier ses activités afin d'atteindre 70 à 80% de la population quinoise vaccinée d'ici à juin 2022. Après sensibilisation des relais communautaires, les personnes viennent volontairement et grâce à cet événement, au profit du nombre, donc nous espérons que jusqu'à la fin de la journée, on va essayer de vacciner le plus grand nombre. Mais du moins, ce sont les personnes de 18 ans et plus, même les enfants aussi, mais à condition qu'ils soient accompagnés par leurs parents. Malgré la diminution des nouveaux cas de contamination, la vaccination reste le moyen efficace pour se protéger et éradiquer cette pandémie planétaire. Suivant une itinérance dans le Kwilu profond, le gouverneur du Kwilu, Willy Itundala, vient d'inaugurer une salle polyvalente dans le secteur de Madimbi, territoire d'Idiofa, une action salvatrice et innovatrice pour le développement de cette partie du territoire national. Regardez. À l'intérieur de la province d'Ikwilu dans le cadre d'une mission spéciale liée à la démonstration de ces actions à impact visible sur le terrain et au profit de la population. Après l'étape de la ville de Kikwit où le gouverneur Willy Itundala a procédé à l'inauguration de la maternité dénommée Ingade, c'est le secteur de Madimbi dans le territoire d'Idiofa qui vient d'être honoré par l'inauguration d'une salle polyvalente au chef-lieu du secteur. Ici, les patrons de l'exécutif provincial kwilois a apporté une certaine innovation dans le secteur des infrastructures en équipant même cette salle en immobilier. Bien avant cette cérémonie inaugurale, le gouverneur Willy Itundala a pris part à la messe de confirmation dans les doyennés de Koshibanda, toujours dans le secteur de Madimbi, messe dite par l'évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko, qui dans son homélie a remercié le gouverneur Itundala pour ses œuvres qui parlent d'elles-mêmes dans les Kwilu en général. En prélude de cette activité, le gouverneur du Kwilu, accompagné du directeur provincial Haï de l'office des routes, s'est rendu au village Massamango pour constater et donner le ton au début des travaux d'un pont qui gangrène l'évacuation des produits agricoles. La joie avait atteint son paroxysme du côté de la population car le gouverneur Itundala a résolu une solution de longue durée. À l'université Pont-Louboué, au village Ingade, le gouverneur du Kwilu a sensibilisé les étudiants trouvés sur place sur les solutions idoines liées à la petite incompréhension qui avait logé domicile entre les Kwilois et les Kassaïens dans la province serbe du Kasaï. Pour le gouverneur Itundala, tout marche normalement entre ces deux peuples et a lancé un message de paix. Au village Mungai Kinganji, le gouverneur Itundala a sensibilisé la population sur la nécessité de se préserver contre la malaria suite au pillage d'un lot de moustiquaires après l'accident d'une remorque qui en transportait dans le cadre de la campagne prochaine de distribution gratuite de moustiquaires. Cela étant au village Luendenzangala, où le gouverneur Itundala, au-delà de son message phare de la mission, a remis un lot important de matériel des laboratoires médicaux, notamment les microscopies et consorts. Le train de sa mission est encore en marche. Dans le cadre de son itinérance à travers sa province, le gouverneur de Kwilu a inauguré une maternité moderne dénommée Inga 2 dans le territoire des Bulungu. Cet ouvrage entre dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État relative à la couverture sanitaire universelle. Suivez cela en images.
Village Saint-Pierre et la cité de Bagata, où les gouverneurs du Kwilu, Willy Tundala Hassan, a inauguré des infrastructures d'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans les territoires de Bagata. Le premier citoyen kwilois vient une fois de plus d'inaugurer des autres infrastructures en ces deuxième journée de cette semaine baptisée Semaine de la démonstration de la volonté politique Itundala. La première infrastructure est un ouvrage construit en faveur de l'école primaire Révérend Mouyamina, située au village Beyabipangu, secteur Kwenge, territoire de Bolongo, dans la province éducationnelle Kwilu-D. Ici, l'ambiance a été au zénith avec des allocutions riches en honneur du gouverneur bâtisseur des Kwilu qui matérialise la vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures. En la même journée, au début de l'après-midi, le gouverneur Itundala est arrivé également dans la ville de Kikwit, capitale économique de sa province. Contrairement à Beyabipangu, à Kikwit, le gouverneur Itundala a inauguré une maternité moderne dénommée Ingade dans la commune de Kazamba, un bâtisse qui respecte les exigences des passations du marché. Au cours de la cérémonie inaugurale de cette infrastructure, tous les intervenants, notamment le maire de Kikwit, le médecin-chef des zones de Kikwit Sud, voire même les constructeurs, ont tous salué la bravoure du gouverneur Itundala qui a comme slogan « L'histoire ne reconnaît que le nom du bâtisseur ». Willy Itundala, devant ses administrés, depuis le début de son périple, n'a qu'un seul message, c'est lui de soutenir la vision du chef de l'État, de soutenir également la CENI au cours de son opération en vogue de la cartographie, de se faire enrôler massivement et d'utiliser correctement la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée pour se protéger contre la malaria. Et cap dans la province du Bazouélé où au lendemain de son élection, le gouverneur élu de cette province, le professeur Robert Nzanza Bombiti, est allé solliciter la bénédiction de Dieu auprès de Monseigneur l'évêque du diocèse de Bazouélé. Le nouveau chef de l'exécutif provincial a également remercié les députés provinciaux pour la confiance placée en sa personne. Reportage. Tout commence par la visite auprès de Monseigneur Jean-Bertin Nandoyi, administrateur apostolique du diocèse de Bouta. Par ces gestes, le gouverneur élu du Bazouélé, le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, bénéficie de la bénédiction divine. Au sortir des échanges, Monseigneur Nandoyi promet l'accompagnement de l'Église catholique de Bouta. Ce qui était au centre de notre discussion, c'était d'abord remettre son travail entre les mains de Dieu, lui qui donne, qui lui protège, qui lui donne aussi la sagesse pour guider ses peuples, et faire aussi un peu le contour de la province, parce qu'une grande partie de la province est couverte par le diocèse de Bouta, et je revenais de certains endroits difficiles, que je devais aussi lui rendre compte de la situation des peuples de ces milieux-là. Ce qui était aussi au centre de notre discussion, c'était aussi l'avenir de cette grande province de Bazouélé à tout niveau. À l'Assemblée provinciale du Bazouélé, c'est une présidente très contente qui reçoit les civilités du gouverneur élu, le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, venu manifester sa reconnaissance aux députés provinciaux pour la confiance placée en lui. De son côté, le speaker de l'organe délibérant provincial, Augustine Dakonabala, saisit l'occasion pour annoncer cet engagement des élus provinciaux. Les points de chute et le cabinet du gouverneur de province. Pendant 3 quarts d'heure, le gouverneur élu, le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, et la gouverneure intérimaire Rik Badouli font un tour d'horizon sur toutes les questions socio-économiques de la province du Bazouélé. Le banditisme urbain bat son plein et est en hausse dans la commune de Ngaliema. L'autorité communale a réuni les responsables locaux de la police nationale congolaise et des renseignements pour examiner le sujet. On fait le point avec Cédric Kenina. Loin de sa zone de confort, l'autorité municipale d'Ngaliema, Dieu merci Maïbazi Luanga, au contact de ses administrés. Une gestion de proximité pour comprendre chacune des préoccupations, en discuter, y trouver des solutions, surtout quand cela touche à la sécurité des personnes et leurs biens. Après les quartiers Kinsuka pêcheurs, les bourgmestres d'Ngaliema en face des notables du quartier Basoko. Et c'était un débat à bâton rompu avec les notables pour essayer de voir de quelle manière nous pouvons s'entraider pour que notre quartier puisse y aller de l'avant et de manière générale pour que notre municipalité puisse sentir ce qu'on appelle le vrai développement. Et vous le savez,
parmi les missions qui est confiée à un bourgmestre, c'est en notre terme, c'est un ministre de l'Intérieur en miniature. C'est-à-dire d'abord c'est la sécurité et l'environnement et puis la lutte anti-érosive, comme nous sommes dans une municipalité qui a beaucoup d'érosion. Donc pour vous dire que nous étions venus vraiment et nous avons écouté leurs problèmes et comme je l'avais dit la fois dernière, il y a des commissions qui vont être mises en place et les différentes commissions ils vont commencer à faire les réunions de manière hebdomadaire avec le service déconcentré, le chef des quartiers, la police, mais aussi le chef de localité et des RIC, et ils vont nous transmettre ces rapports-là de manière hebdomadaire. Des commissions seront mises en place pour faire des propositions concrètes, calquées sur des besoins réels de développement. Et parlons enseignement supérieur et universitaire avec cette session d'échange et de partage qui a regroupé les diplômés universitaires en mal d'emploi à l'école supérieure de formation de leaders de l'unité. C'était une occasion de sceller le partenariat de facilitation d'emploi entre l'école, la société de commerce et de services. Reportage Félix Zaloumeti Dandou. Une première expérience dans le monde universitaire, l'école supérieure de formation des leaders de l'unité en partenariat utile avec la SS, Société de commerce et de services. Cette dernière s'engage à faciliter le recrutement des jeunes diplômés universitaires dans les entreprises locales disposant d'offres d'emploi. Cette volonté entre les deux parties prône l'amour du prochain et l'oubli de soi, valeur requise contre l'état du tribalisme et de la corruption qui l'a mis la société congolaise. Jean-Robert Issifois, manager de la SS, qualifie cet art décrié d'ennemi du développement du pays. Les leaders non tribalistes et non corruptibles, ce sont ceux-là que l'école Eco4Leaders entend les transférer chez SCS, qui est une agence spécialisée dans la gestion de ressources humaines et dont la réputation de la neutralité est connue, pour que SCS fasse son travail d'intermédiation, à savoir de mise en contact entre ces demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont à la recherche des compétences. Le directeur de l'école supérieure de formation des leaders de l'unité, le professeur Félicien Poukoulakou, affirme que le choix de ce partenariat avec la SS prend encore de l'exigence, du sérieux et du souci du travail bien fait de son partenaire en face. Travailler pour le bien du pays, pour le bien commun, cela suppose que nous ayons des gens qui sont neutres, qui n'agissent pas, qui ne travaillent pas en regardant les appartenances tribales, régionales ou même confessionnelles. Et la SS, en tout cas, nombre de ces objectifs, en tout cas tous les objectifs, rencontrent la visée de notre école. Les témoignages qui ont meublé cette session d'échange et de partage ont montré aux jeunes diplômés universitaires dans l'auditoire l'approche méthodologique pour réussir dans un projet. Une démarche qui exige le sacrifice, la bonté dans la diversité et la souffrance dans l'unité. Certes, un modèle de leadership de l'unité recherché pour la reconstruction d'une société congolaise plus inclusive. Les Congolais vivant à Kampala s'organisent pour soutenir la paix et le développement de la RDC. À travers le bureau Debout Kampala, Alain Mangobo a organisé à Gaba un moment de loisirs et d'échange d'idées entre les Congolais vivant dans ce coin. Un reportage Alain Bikaï. Au bureau Debout, un endroit où l'on trouve les commerçants et congolais de Kampala, la capitale ougandaise, plus précisément dans cette galerie d'affaires appelée Coupa Complexe. Ici, ces jeunes passent leur journée sur ces lieux de business. Encadré par le président Alain Mangobo, ce visionnaire a organisé le samedi 23 avril 2022 une journée de loisirs à Gaba. C'était pour rapprocher les bureaux Debout et les jeunes de Oujama, une autre association des hommes d'affaires œuvrant dans ces coins de Kampala. Ces deux associations ont joué un match amical. C'était devant plusieurs invités venus pour la circonstance. Un match qui s'est soldé par 2-0 en faveur de Oujama. Pour l'organisateur de cette rencontre, l'objectif était de rapprocher ces frères et sœurs congolais vivant loin du pays. Après le match, la diaspora congolaise a eu droit à une soirée dansante, un moment également d'échange d'idées, toujours dans le but de promouvoir le bien-être et le développement de la diaspora congolaise de l'Ouganda. Et on termine ce journal par cette note sportive où la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe a battu hier à Lubumbashi la Renaissance sportive de Berkane sur le score d'1-0 en match aller. Le résumé de ce reportage avec Christian Vital Motomungu.
Mazembe a fait l'essentiel en s'imposant sur la plus petite des marques, soit 1-0 devant la Renaissance des Berkane du Maroc en match aller de la Coupe de la Confédération. Dès le coup d'envoi, les Corbeaux assiègent les camps des Marocains en multipliant les assauts sans trouver de chemin de but. 0-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, le coach de Mazembe, Franck Dumas, va effectuer quelques changements dans l'entrée des Bakata. Berkane va résister jusqu'à la 4e minute du temps additionnel où Mazembe ouvrira le score grâce à Bakata John. 1-0, score final. Il reste un match retour à jouer au Maroc pour déterminer l'équipe qui jouera la finale. On termine alors complètement ce journal avec ce rappel de titres où l'actualité reste dominée par l'ouverture aujourd'hui du 15e sommet de la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse qui se tient à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai, placé sous le thème terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère. Plusieurs chefs d'État et de gouvernements prennent part à ces assises de la COP 15, notamment le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les participants à ces sommets de haut niveau réfléchissent sur les solutions et la nécessité de réhabiliter les terres dégradées et aussi d'examiner l'impact négatif du réchauffement climatique qui affecte nos différentes nations et populations. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés sur la RTNC. Au revoir.